Qu'importe nos croyances ou nos idées politiques, le système mis en place dans notre monde libre repose sur l'accord tacite d'une sorte de contrat passé avec chacun d'entre nous, dont voici dans les grandes lignes le contenu. J'accepte la compétition comme base de notre système, même si j'ai conscience que ce fonctionnement engendre frustration et colère pour l'immense majorité des perdants. J'accepte d'être humilié ou exploité à condition qu'on me permette à mon tour d'humilier ou d'exploiter quelqu'un occupant une place inférieure dans la pyramide sociale. J'accepte l'exclusion sociale des marginaux, des inadaptés et des faibles car je considère que la prise en charge de la société a ses limites. J'accepte de rémunérer les banques pour qu'elles investissent mes salaires à leur convenance et qu'elles ne me reversent aucun dividende de leurs gigantesques profits qui serviront à dévaliser les pays pauvres, ce que j'accepte implicitement. J'accepte aussi qu'elles prélèvent une forte commission pour me prêter de l'argent qui n'est autre que celui des autres clients. J'accepte que l'on congèle et que l'on jette des tonnes de nourriture pour ne pas que les courses s'écroulent, plutôt que de les offrir aux nécessiteux et de permettre à quelques centaines de milliers de personnes de ne pas mourir de faim chaque année. J'accepte qu'il soit interdit de mettre fin à ces jours rapidement. En revanche, je tolère qu'on le fasse lentement en inhalant ou ingérant des substances toxiques autorisées par les États. J'accepte que l'on fasse la guerre pour faire régner la paix. J'accepte qu'au nom de la paix, la première dépense des États soit le budget de la défense. J'accepte donc que des conflits soient créés artificiellement pour écouler les stocks d'armes et faire tourner l'économie mondiale. J'accepte l'hégémonie du pétrole dans notre économie, bien qu'il s'agisse d'une énergie coûteuse et polluante, et je suis d'accord pour empêcher toute tentative de substitution s'il s'avérait que l'on découvre un moyen gratuit et illimité de produire de l'énergie, ce qui serait notre perte. J'accepte que l'on condamne le meurtre de son prochain, sauf si les États décrètent qu'il s'agit d'un ennemi et nous encouragent à le tuer. J'accepte que l'on divise l'opinion publique en créant des partis de droite et de gauche qui passeront leur temps à se combattre en me donnant l'impression de faire avancer le système. J'accepte d'ailleurs toutes sortes de divisions possibles, pourvu qu'elles me permettent de focaliser ma colère vers les ennemis désignés dont on agitera le portrait devant mes yeux. J'accepte que le pouvoir de façonner l'opinion publique, jadis détenu par les religions, soit aujourd'hui aux mains d'affairistes non élus démocratiquement et totalement libres de contrôler les États, car je suis convaincu du bon usage qu'ils en feront. J'accepte l'idée que le bonheur se résume au confort, l'amour au sexe et la liberté à l'assouvissement de tous les désirs, car c'est ce que la publicité me rabâche toute la journée. Plus je serai malheureux et plus je consommerai. Je remplirai mon rôle en contribuant au bon fonctionnement de notre économie. J'accepte que la valeur d'une personne se mesure à la taille de son compte bancaire, qu'on apprécie son utilité en fonction de sa productivité plutôt que de sa qualité, et que l'on exclut du système si elle n'est plus assez productive. J'accepte que l'on paie grassement les joueurs de football ou des acteurs, et beaucoup moins les professeurs et les médecins chargés de l'éducation et de la santé des générations futures. J'accepte que l'on mette au banc de la société des personnes âgées dont l'expérience pourrait nous être utile, car étant la civilisation la plus évoluée de la planète, et sans doute de l'univers, nous savons que l'expérience ne se partage ni ne se transmet. J'accepte que l'on me présente des nouvelles négatives et terrifiantes du monde tous les jours, pour que je puisse apprécier à quel point notre situation est normale et combien j'ai de la chance de vivre en Occident. Je sais qu'entretenir la peur dans nos esprits ne peut être que bénéfique pour nous. J'accepte que les industriels, militaires et politiciens se réunissent régulièrement pour prendre sans nous concerter des décisions qui engagent l'avenir de la vie et de la planète. J'accepte de consommer de la viande bovine traitée aux hormones sans qu'on me le signale explicitement. J'accepte que la culture des OGM se répande dans le monde entier, permettant ainsi au trust de l'agroalimentaire de breveter le vivant, d'engranger des dividendes conséquents et de tenir sous leur joug l'agriculture mondiale. J'accepte que les banques internationales prêtent de l'argent aux pays souhaitant s'armer et se battre, et de choisir ainsi ceux qui feront la guerre et ceux qui ne la feront pas. Je suis conscient qu'il vaut mieux financer les deux bords afin d'être sûr de gagner de l'argent, et faire durer les conflits le plus longtemps possible afin de pouvoir totalement piller leurs ressources s'ils ne peuvent pas rembourser les emprunts. J'accepte que les multinationales s'abstiennent d'appliquer les progrès sociaux de l'Occident dans les pays défavorisés. Considérant que c'est déjà une embellie de les faire travailler, je préfère qu'on utilise les lois en vigueur dans ces pays permettant de faire travailler des enfants dans des conditions inhumaines et précaires.
au nom des droits de l'homme et du citoyen, nous n'avons pas le droit de faire de l'ingérence. J'accepte que les hommes politiques puissent être d'une honnêteté douteuse et parfois même corrompus. Je pense d'ailleurs que c'est normal au vu des fortes pressions qu'ils subissent. Pour la majorité par contre, la tolérance zéro doit être de mise. J'accepte que les laboratoires pharmaceutiques et les industriels de l'agroalimentaire vendent dans les pays défavorisés des produits périmés ou utilisent des substances cancérigènes interdites en Occident. J'accepte que le reste de la planète, c'est-à-dire 4 milliards d'individus, puissent penser différemment à condition qu'ils ne viennent pas exprimer ses croyances chez nous et encore moins de tenter d'expliquer notre histoire avec ses notions philosophiques primitives. J'accepte l'idée qu'il n'existe que 2 possibilités dans la nature, à savoir chasser ou être chassé, et si nous sommes doués d'une conscience et d'un langage, ce n'est certainement pas pour échapper à cette dualité, mais pour justifier pourquoi nous agissons de la sorte. J'accepte de considérer notre passé comme une suite ininterrompue de conflits, de conspirations politiques et de volontés hégémoniques, mais je sais qu'aujourd'hui tout ceci n'existe plus, car nous sommes au summum de notre évolution, et que les seules règles régissant notre monde sont la recherche du bonheur et de la liberté de tous les peuples, comme nous l'entendons sans cesse dans nos discours politiques. J'accepte sans discuter, et je considère comme vérité toutes les théories proposées pour l'explication du mystère de nos origines, et j'accepte que la nature ait pu mettre des millions d'années pour créer un être humain dont le seul passe-temps soit la destruction de sa propre espèce en quelques instants. J'accepte la recherche du profit comme but suprême de l'humanité et l'accumulation des richesses comme l'accomplissement de la vie humaine. J'accepte la destruction des forêts, la quasi-disparition des poissons de rivières et de nos océans. J'accepte l'augmentation de la pollution industrielle et la dispersion de poisons chimiques et d'éléments radioactifs dans la nature. J'accepte l'utilisation de toutes sortes d'additifs chimiques dans mon alimentation, car je suis convaincu que si on les y met, c'est qu'ils sont utiles et sans danger. J'accepte la guerre économique sévissant sur la planète, même si je sens qu'elle nous mène vers une catastrophe sans précédent. J'accepte cette situation, et j'admets que je ne peux rien faire pour la changer ou l'améliorer. J'accepte d'être traité comme du bétail, car tout compte fait, je pense que je ne vaux pas mieux. J'accepte de ne poser aucune question, de fermer les yeux sur tout ceci, et de ne formuler aucune véritable opposition, car je suis bien trop occupé par ma vie et mes soucis. J'accepte même de défendre à la mort ce contrat, si vous me le demandez. J'accepte donc, en mon âme et conscience, et définitivement, cette triste matrice que vous placez devant mes yeux pour m'empêcher de voir la réalité des choses. Je sais que vous agissez pour mon bien et pour celui de tous. Too, I mean, the effect of TV on people. Because I have a little daughter, I watch my little daughter watching TV, and I'm always surprised at her eyes when she's watching TV. It's something like she's here but she's not here, you know. And we start to film and to record and to look for articles and people which have studied that. And we found your name on the internet. So we'll put Herbert Krugman. Okay? Mm-hmm. 239 documents. Will I see one of them? What is this about? The hidden face behind advertising. Listen to that. The fact that TV is a source not actively or critically attended to was made dramatically evident in the late 1960s by an experiment that rocked the world of product advertising and forever changed the ways in which the television medium would be used. So to understand well, the research you did was paid by the advertising industry to understand the TV. Yes, yes. See, I was director of research for 2 advertising agencies for many years. And then when I went to General Electric as manager of public opinion research, that included evaluating their advertising. What did you discover? Oh, this was a long time ago. We hooked her up for brainwaves. And we had her reading a magazine. And then we shoved the magazine, and we told her we would, and we put it on the television. And we'd go back and forth like that. So she's reading magazines, and we switched to television right away. No more big waves, just tiny little waves. That right away tells you that whatever you have now, it's something less active. Print requires you to be
to pay attention. You have to pay attention. You can't read a book like this, you know, but you can watch television like this. And you can learn a lot from television like that, even if you fall half asleep. Oh, yeah, talking about bisoprolol or cigarettes, and some of the message is getting through. Maybe like the subliminal advertising, maybe you can sell things better by getting to people. Est compatible avec les nouvelles technologies. D'année 2 minutes, Sarkozy tente de rendre applicable le principe répressif de cette loi en mettant en place un système de répression massive sans passer par la justice. Éric Besson, allez-vous maintenir ce projet de décret qui vous permettrait ou qui permettrait à une autorité administrative de filtrer ou de bloquer des sites internet sans passer par un juge? Un mot, d'abord, c'est la loi de 2004, donc le gouvernement est tenu de prendre des décrets, et c'est d'ailleurs parce qu'un sénateur a assigné l'État, le gouvernement, que nous travaillons sur le projet de décret. Qui mentionne la notion d'urgence. Oui, absolument. Someone's away with that. Bonjour, vous voulez jouer à l'euro? Combien cet ordinateur multimédia? 500 €? 1500 € ou 10 000 €? Calculer en francs, c'est pas difficile, mais c'est bien plus beau de calculer en euros. 1500 €? Bravo! L'euro,
c'est bientôt. L'euro, c'est plus facile ensemble. Bon, vous savez que le générique d'un journal d'info, il doit suggérer l'angoisse, le suspense. Alors vous cherchez une musique de film qui fait peur. Par exemple, Les Dents de la Mer, c'est une bonne idée. Elle a été composée par John Williams en 75. Personne n'ira penser que vous êtes allé chercher votre inspiration de ce côté-là. Alors, dans la bande originale, il y a une mélodie qui est récurrente. Sachez la repérer. Écoutez bien. Ça, c'est Les Dents de la Mer, hein. C'est ça. Voilà la mélodie. Voilà, vous isolez ce passage, vous coupez les premières notes et vous changez un petit peu la tonalité, vous montez de 3 demi-tons. On écoute ça. Voilà, ça c'est toujours Les Dents de la Mer. Maintenant on va faire plus angoissant, il faut ralentir toute la phrase, on maintient le rythme avec des contrebasses et des violoncelles, toum 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 toum, on ponctue avec des timbales, ça donne ça. Voilà, là il y a bien le mélange des deux. Il y a un peu Le Dents de la Mer et un petit peu les violons qu'on a fait monter. On baisse les cuivres, on monte les cordes, on fait une accroche avec un crescendo de violon, et puis surtout du volume, il faut que les murs tremblent de peur. Ça donne... Le 2 septembre, nous avons voulu remettre au ministre de l'Éducation nationale, M. Luc Châtel, le livre de Jacques Bainville, Histoire de France. Parce qu'il nous a semblé que la dernière réforme des manuels scolaires a montré un fait évident, un fait dramatique, c'est que le ministre de l'Éducation nationale, le ministère de l'Éducation nationale et l'Éducation nationale dans son ensemble, ceux qui sont chargés d'instruire les futures générations de Français, eh bien, cette institution-là ne connaissait pas son histoire de France. En effet, pour ceux qui ne sauraient pas, Louis XIV et Napoléon Bonaparte, entre autres, ont été évacués purement et simplement des manuels scolaires. Je pense que d'en arriver là, à un moment, j'aimerais bien que de temps en temps, sur les grandes chaînes, à des heures comme ça, on voit des gens, je sais pas, brillants, qui nous inspirent quelque chose, qui ont un truc de plus que nous, qui nous filent envie de comprendre des trucs sur le monde, sur ce qu'on est. De mettre en scène comme ça le discours abscon et la médiocrité, ça me saoule. Voilà. Ah bon, alors ça, vous avez envie de dire quelque chose, Marie-France? No comment. Ouais. Chantal? C'est pas tellement fait pour être commenté, ceci. Non, mais en même temps, c'est un peu sec, quoi. On ferme, on s'en va. Chantal, vous comprenez son discours ou pas? Mais oui, non, mais je dis qu'on n'est pas forcément en télé-réalité, je ne l'étais pas moi-même, c'est vrai, mais on n'a pas aussi forcément envie de se prendre la tête chaque soir, il faut aussi se la libérer, il faut aussi voir des choses, exactement, il faut aussi se libérer, il faut aussi voir des choses un petit peu comme ça, et on n'est pas pour autant débiles, voilà, on passe bien,
Non, il a dit que les discours étaient... Voilà, le discours... Ne confondons pas essayer de voir quelque chose de brillant et se prendre la tête. Il n'y a pas de discours. On ne peut pas simplement ranger tous ceux qui réfléchissent dans le clan de ceux qui se prennent la tête. C'est quand même un amalgame très dangereux. Oui, mais vous avez vu le nombre de téléspectateurs qui regardent? Je vous félicite, alors ça veut dire qu'ils regardent, hein? Ça veut dire qu'ils regardent. Et la réponse à la question de Jean-Marc, c'est qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est grave. Mais non, je pense que c'est... Les Français sont les champions du monde de consommation d'antidépresseurs. En 15 ans, la prise de ces médicaments a augmenté de 60% dans l'Hexagone. Alors les Français sont-ils vraiment déprimés? À quoi servent les antidépresseurs? Et y a-t-il des risques à... Look, when you realize how fake it all is, the football, the basketball, the Lady Gaga, the Justin Bieber, who gives you these carbon tax messages. They tell your kids they got to love Justin Bieber, and then Bieber says, hand in your guns, pass the Cybersecurity Act, and... the police state's good, and then your children are turned into mindless vassals who now they look up to some twit instead of looking up to Thomas Jefferson or looking up to Nikola Tesla or looking up to Magellan. I mean, kids, Magellan's a lot cooler than Justin Bieber. He circumnavigated with one ship the entire planet. He was killed by wild natives before they got back to Portugal, and when they got back, there was only like 11 people alive of the 200-and-something crew, and the entire ship was rotting down to the waterline. That's destiny. That's will. That's striving. That's being a trailblazer, an explorer, going into space, mathematics, quantum mechanics, the secrets of the universe. It's all there. Life is fiery with its beauty, its incredible detail. Tuning into it. They want to shatter your mind talking about Justin Bieber. It's pure evil. They're taking your intellect and your soul and giving you Michael Jordan and Bieber. Unlock your human potential. Defeat the globalists who want to shatter your mind, your doorways to perception. I want to see you truly live. I want to see you truly be who you are. I don't want my progeny who's coming, my unborn grandchildren and great-grandchildren, to live in this nightmare system these control freaks have created, where these wicked globalists are so threatened by human potential, they poison the water, the vaccines, the food, to turn us into a bunch of slugs, a bunch of lobotomized sloths so they can control us. It is a crime. It is the most jealous, envious, greedy, hateful, sickening thing the New World Order does, and that's why I am so pleased to be committed in the fight against them. That's why I don't care about my own life, except I want to continue to live to fight them. That's why I don't have fear. I only have fear of myself and my flesh and not being up to the challenge. And I ask you to look in the mirror and ask yourselves, what are you doing in this time of great challenge? What are you doing to unlock minds? Once you unlock a mind, once you unlock somebody, then they can unlock their soul. We can't unlock a soul. Only God can do that. But we can unlock minds. And once the mind is unlocked, once the intellect is turned on, then comes the discernment. Then comes the awakening of the soul. Then comes true enlightenment and empowerment. So the globalists seek to make you a bunch of jealous, stunted, weak, backstabbing, gibbering demons.
All of us have the lower elements and the higher. We must strive for the higher. Stay with us. I start from the supposition that the world is topsy-turvy, that things are all wrong, that the wrong people are in jail and the wrong people are out of jail, that the wrong people are in power and the wrong people are out of power, that the wealth is distributed in this country and the world in such a way as not simply to require small reform, but to require a drastic reallocation of wealth. I start from the supposition that we don't have to say too much about this because all we have to do is think about the state of the world today and realize that things are all upside down. Now, if you don't think, if you just listen to TV and read scholarly things, you actually begin to think that things are not so bad, or that just little things are wrong. But you have to get a little detached and then come back and look at the world, and you are horrified. So we have to start from that supposition that things are really topsy-turvy. And our topic is topsy-turvy, civil disobedience. Now, as soon as you say the topic is civil disobedience, you're saying our problem is civil disobedience. That is not our problem. Our problem is civil obedience. Our problem is the numbers of people all over the world who have obeyed the dictates of the leaders of their government and have gone to war. And millions have been killed because of this obedience. We recognize this for Nazi Germany. We know that the problem there was obedience, that the people obeyed Hitler. People obeyed. That was wrong. They should have challenged, and they should have resisted. And if we were only there, we would have showed them. Even in Stalin's Russia, we can understand that. People are obedient. All these herd-like people. Remember those bad old days when people were exploited by feudalism? Everything was terrible in the Middle Ages. But now we have Western civilization, the rule of law. The rule of law has regularized and maximized the injustice that existed before the rule of law. That is what the rule of law has done. When in all the nations of the world, the rule of law is the darling of the leaders and the plague of the people, we ought to begin to recognize this. We have to transcend these national boundaries in our thinking. Nixon and Brezhnev have much more in common with one another than we have with Nixon. J. Edgar Hoover has far more in common with the head of the Soviet secret police than he has with us. It's the international dedication to law and order that binds the leaders of all countries in a comradely bond. That's why we're always so surprised when they get together. They smile, they shake hands, they smoke cigars. They really like one another, no matter what they say. What we are trying to do, I assume, is really to get back to the principles and aims and spirit of the Declaration of Independence. This spirit is resistance to illegitimate authority and to forces that deprive people of their life and liberty and right to pursue happiness. And therefore, under these conditions, it urges the right to alter or abolish their current form of government, and the stress had been on abolish. But to establish the principles of the Declaration of Independence, we're going to need to go outside the law, to stop obeying the laws that demand killing or that allocate wealth the way it's been done, or that put people in jail for petty technical offenses and keep other people out of jail for enormous crimes. My hope is that this kind of spirit will take place not just in this country, but in other countries, because they all need it. People in all countries need the spirit of disobedience to the state, which is not a metaphysical thing, but a thing of force and wealth. And we need a kind of declaration of interdependence,
among people in all countries of the world who are striving for the same thing. La question est, pourquoi pas? Pourquoi je travaillerais pas pour la NSA? Ça, c'est une colle. J'ai essayé d'y répondre. Disons que je travaille à la NSA et qu'on dépose un code sur mon bureau, un code réputé inviolable. Mettons que je tente ma chance et mettons que je le déchiffre. Là, je suis très content de moi parce que j'ai bien fait mon boulot. Mais c'était peut-être le code de l'emplacement d'une armée rebelle au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord. Et une fois qu'on a repéré le lieu, on bombarde le village où les rebelles se cachent. Et 1500 personnes que j'ai jamais vues, qui ne m'ont jamais rien fait, sont tuées. Et les politiciens, ils disent, envoyez les marines s'assurer la sécurité parce qu'ils en ont rien à foutre. C'est pas leurs gosses qu'ils envoient se faire descendre. Comme eux, ils sont jamais allés au feu parce qu'ils étaient tous planqués dans la garde nationale. C'est un pauvre môme de Boston Sud qui se prend un shrapnel dans les fesses. Et il revient pour apprendre que l'usine où il travaillait s'est exportée dans le pays d'où il vient d'arriver. Et le mec qui lui a filé le shrapnel dans le cul, c'est lui qui a son job. Parce qu'il bosse pour 15 cents par jour sans pause pipi. Maintenant, il comprend que la seule raison qu'il y avait de l'envoyer là-bas, c'était de mettre en place un gouvernement qui nous vendrait le pétrole pour pas cher. Et bien sûr, les compagnies pétrolières exploitent le conflit qu'il y a eu pour faire monter leur prix et se faire du même coup un beau petit bénéf. Mais ça aide pas mon pote qui travaille pour des clous. Ils traînent un max à livrer le pétrole, bien sûr. Peut-être même qu'ils vont employer un alcoolique comme capitaine, un buveur de martini qui s'amuse à faire du slalom entre les icebergs, jusqu'au jour où il en frappe un, le pétrole se déverse et ça tue toute vie dans l'Atlantique Nord. Alors là, mon pote est chômeur, il peut pas se payer de voiture et c'est à pied qu'il se cherche des jobs. Ce qui est pas marrant parce que le shrapnel qu'il a eu dans le cul lui a filé des hémorroïdes. Et puis en plus, il crève de faim parce qu'à la soupe populaire, on lui propose comme plat du jour de la morue de l'Atlantique Nord avec de l'huile de moteur. Alors qu'est-ce que j'en pense? Je vais attendre une offre meilleure. Je me dis, putain, je ferais peut-être aussi bien de descendre mon pote. Prendre son job, le filer à son pire ennemi, faire monter les prix, bombarder, tuer des bébés phoques, fumer de l'herbe, m'engager dans la garde nationale. Et puis je serais peut-être élu président. La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Vous vous dites qu'aujourd'hui, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez vous balader. Vous pouvez marcher, vous pouvez danser, vous pouvez souquer, donc vous êtes content. Mais je vous dis, sortez de la matrice, mes frères et sœurs. La matrice, on y est aujourd'hui. La matrice, on y est, on vous fait croire que vous êtes libre, mais vous êtes esclave. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Voilà, j'ai toute cette porcherie, j'arrête de travailler. Hein, je sors du système, je dégage, enfin voilà, j'arrête tout. Voilà, je t'emmerde et je vous méprise tous. Ça va mieux, moi. Oui, ça va mieux parce que je ne crois plus en rien du tout. Le capitalisme, l'ultralibéralisme, l'hégémonie occidentale et notamment américaine sur le monde et la gestion américaine, en tout cas unilatérale du monde. Multinational corporations have no ethics. They will deal with the devil himself if they can make a profit. On a réduit la liberté au désir et le désir à l'acte d'achat. Qu'on nous vende du désir et qu'on nous propose un modèle dont on ne sera jamais acteur et seulement victime. Cette idéologie du désir que nous ont vendu les 68 arts comme une liberté et l'aliénation suprême, et en plus l'aliénation de la femme, c'est-à-dire c'est mettre une bagnole, un cul de gonzesse, un litre de lait, des nichons. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est redonner à la France et aux Français le goût de réussir. Il y a une question qui n'est jamais posée là, c'est la finalité du travail. Qu'est-ce qu'on produit? Pourquoi on le produit? Donc effectivement, il est là le problème. Pourquoi les gens ils veulent aller travailler pour produire de la merde? Tous les intégrismes, le plus dangereux, à mes yeux, c'est l'intégrisme de l'argent. C'est tout à fait normal pour moi d'aimer l'argent et de tout faire pour en avoir le plus possible. Et comme on dit au Togo, lorsque l'argent parle, la vérité se tait. Mais je pense que d'ici 15 ou 20 ans, la façon dont notre putain de peuple occidental, il a consommé, il a fabriqué sa vie telle que nous on l'a fait jusqu'à maintenant, il va vers le mur. Si tout le monde réagissait comme toi, on serait foutu. On est foutu. Regarde autour de toi. On bouffe de la merde, on écoute de la merde, et en plus on est fiers de faire partie du rêve américain. J'estime qu'un ouvrier a le droit de partir avec sa dignité d'homme, comme un être humain. Pour moi, c'est pareil, un ouvrier est un être humain. Donc le chien de garde de la bourgeoisie qui protège l'or des riches, et on constate que si on ne change pas de système capitaliste, l'ouvrier sera toujours couillonné et enculé. Ça, c'est le vivant ou c'est la marchandise? La marchandise ou la vie? Ah, ben, quoi? La France qui travaille doit être encouragée, doit être récompensée. C'est parce que vous ne comprenez pas que ça paraît pas évident à tout le monde, que les gens ils n'ont pas envie d'aller passer leur vie à crever au boulot pour produire des trucs, pour rentrer dans une logique aussi merdique que ça. Actuellement, 2,5 millions de personnes gagnent moins de 800 € par mois. Ils sont techniciens de surface, hôtesses de caisse, opérateurs, animateurs. Je suis convaincu que le boulot dans ces entreprises est devenu stupide. C'est débile de faire travailler des gens au téléphone, de leur demander du rendement quand on fait
Mais c'est le monde dans lequel on est. Tu détestes les commerçants, les banquiers, les publicitaires, les artistes, les intellos. Sportif. Ok, je suis un branleur. C'est vrai. Mais je l'assume, tu vois. Tu crois que c'est facile d'être un branleur? Il y a un fascisme anti-branleur. Tu savais ça? Non. Eh ben si, voilà, c'est comme ça. On veut nous obliger à avoir un but dans la vie. Et moi, j'ai pas de but dans la vie. Et c'est ça qui est dur. Et tu comprends ça, ça les emmerde, tous. Le SMIC est aussi un coût. Finalement, si tu calcules qu'est-ce que ça coûte le RMI sur 100 ans à la société française, ça coûte même pas le 5e du trou qu'il y a eu le Crédit Lyonnais il y a quelques années et qu'on est tous en train de rembourser et qui a engraissé des pauvres. Nous croyons au travail, sans lequel on ne fait rien de sa vie. Pourquoi nous levons-nous tous les matins, n'est-ce pas? C'est dur, ils souffrent, mais ils continueront à se lever de la même manière, dans les mêmes dispositions, malgré les souffrances, s'ils restent accrochés à la même conception du bonheur. Machin, esclave chez l'un, esclave chez l'autre et compagnie, ça fait 10 ans que j'ai pas bossé, j'en suis fier. On a, je le répète, été sur un seul demi-salaire à 6, et on nous a dit bien entendu que ça serait impossible. Ça a été possible. On nous a dit que c'était impossible d'être autonome en électricité, c'est possible. Ne serait-ce que se renseigner, lire des trucs, discuter, aller dans des forums, et puis se passer le lundi au soleil, et puis revendiquer le droit à la paresse, c'est déjà un travail pour moi. C'est déjà important parce qu'on apporte sa pierre à une réflexion collective. La génération de nos parents a vendu son âme pour 200 chaînes de télé. Ils se sont fait piéger comme des cons et ça s'est pas arrangé. Cette mondialisation, qui enrichit-elle? Alors répondez-nous, Guy Sormand. Actuellement, elle enrichit plutôt les pauvres. Tais-toi. Non mais ne réponds jamais, ne parle pas. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici la météo du 21e siècle. Les températures vont augmenter de 4 degrés, le niveau de la mer va monter de 59 cm. De nombreux cyclones, tempêtes tropicales et canicules sont à prévoir. Bien sûr, parce que la solution la plus radicale préconise un arrêt de la croissance, certains mouvements écologistes, certains altermondialistes, complètement utopiques, injustes et inapplicables. Tous les gens qui fabriquaient des produits nocifs contre la santé des humains, des animaux et des plantes ont été jugés coupables de génocide et de crimes contre la planète. Ah oui? Qui? L'industrie agroalimentaire et chimique, les fabricants d'armes de tabac et d'alcool, les industries pharmaceutiques et nucléaires, les constructeurs d'automobiles, les architectes, beaucoup de médecins et les politiciens qui s'étaient enrichis en laissant faire. C'est du monde, hein? Ah, c'était la guerre civile. Après, il y a eu le boycott. Le boycott, c'était l'arme absolue. Plus d'achat, plus de pouvoir. L'armée et la police ne pouvaient rien contre le boycott. On peut changer les choses. C'est plus dur, c'est plus cynique peut-être. Parce que même les médias sont sous le contrôle de ces grosses sociétés qui gèrent les guerres. Mais il y a des individus qui prennent la parole. Il y a encore un espoir. Pour moi, la révolution, c'est pas un bain de sang. Ce serait une majorité de la population qui, en effet, arriverait enfin à se partager le pouvoir, à se partager les richesses, qu'il y a un discrédit total sur les alternatives politiques, j'en suis absolument convaincu. D'ailleurs, moi, je suis né avec ça. Je veux dire, le bilan du stalinisme, en plus des millions de morts, c'est d'avoir discrédité durablement pour des générations entières l'idée même qu'une autre société que le capitalisme était toujours possible. Je suis publicitaire. Je suis de ceux qui vous font rêver des choses que vous n'aurez jamais. Ciel toujours bleu, nana jamais moche. Vous croyez que j'embellis le monde? Perdu. Je le bousille. Tout le monde ment, les médias mentent, enfin ils appellent ça des points de vue. Et non pas se plaindre en disant les médias soutiennent les plus puissants. C'est normal puisque les plus puissants contrôlent les médias. Une espèce de lobotomie cérébrale. Ce que je veux dire, c'est que grâce à TF1, vous êtes tous devenus complètement cons. Grâce à moi, les pages de pub durent plus longtemps que les films. Grâce à moi, un anorexique qui se nourrit en mangeant ses crottes de nez, c'est un débat de société. Vache folle, grippe aviaire, cancer. Les Français ont peur. Votez Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy en tête dans tous les sondages. C'est le meilleur, c'est évident. Je vois pas ce qu'on pouvait faire de plus pour son élection. Merde, on l'a mis partout, Sarkozy. JT, matin, midi et soir, le droit de savoir, 7 à 8, Arthur. Je n'ai jamais été christinocrète pour l'immigration zéro. Il faut déclarer comme objectif le quota zéro d'immigration. Incroyable. Je me demande comment on peut être contre Sarkozy quand on l'écoute. Et tout le monde est là. Qu'est-ce qu'il est fort! C'est la démocratie. Qui n'existe pas, hein, c'est un concept grec pour remplacer les jeux du cirque. La télévision ne sert qu'à embobiner, qu'à nous envoyer des missiles dans notre subconscient. La jeunesse est très fragile. On n'est porté que vers la starmania, la musique. Tout ce qui conscientise le peuple est relégué à l'arrière-plan. C'est-à-dire que le concours de brouhaha fait par les pseudo-émissions d'information, qui sont d'abord des émissions de variété, ont redonné à la maçonnerie un espace formidable. Je m'engage à garder inviolablement le secret maçonnique, à ne jamais rien dire ni écrire sur ce que j'aurais pu voir ou entendre,
Et si on nous mentait depuis le départ? Mais pas le petit mensonge, hein. Gros, gigantesque, universel. Vous n'êtes pas encore au courant. Ah merde alors. A new world order. Au nom de la France, j'appelle tous les États à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du XXIe siècle. La Banque fédérale de réserve américaine, contrairement à ce que les Américains ont toujours cru, n'appartient pas aux Américains. Ces deux banques appartiennent à la Banque de France, à la Banque d'Angleterre, à la Banque de Francfort. Elle appartient aux banquiers internationaux sous la juridiction des Rothschild, des Rockefeller, des Milner. Rockefeller s'est jamais plus enrichi que pendant 1929. I met Rockefeller through a female attorney I knew. He's the one who told me 11 months before we were going to invade Iraq, to take over the oil fields, establish a base in the Middle East, and make it all part of the New World Order. Le nouvel ordre mondial fait commerce de la guerre. Il crée des guerres pour pouvoir négocier la paix. Weapons of mass destruction. Botulinum, VX, sarin, nerve agent. Iraq and Al-Qaeda. Al-Qaeda. Iraq and Al-Qaeda terrorism. I remember he was telling me how he see soldiers looking in caves of people in Afghanistan and Pakistan and all these places, and there's going to be this war on terror, of which there's no real enemy. On voit ici donc une tour bien dessinée. Lorsqu'on prend le billet de $10, nous voyons un début de fumée net de $20. On se retrouve avec encore un peu plus de fumée qui descend. Le $50, l'écroulement des tours. Enfin, le $100, plus de bâtiments. Il n'y a plus qu'une fumée qui monte du sol. 9/11 was done by people in our own government and our own banking system. Le nouvel ordre mondial se décide ici, aux Nations Unies. C'est un gouvernement mondial. Nous voyons la présence de la pyramide Illuminati franc-maçonne. En dessous, on peut lire l'inscription en latin Novus Ordo Seclorum. Nouvel ordre mondial. Oui, non, pour dire la blague qui va venir après, là, elle est drôle. Si on n'a pas aujourd'hui un gouvernement mondial, on ne peut pas parler sérieusement de démocratie. C'était drôle, hein, la blague. Oui. Ici, t'es marré, mais rigole, y a pas de honte à rigoler, hein. Toutes les entreprises dirigées par Prescott Bush firent l'objet d'une saisie du gouvernement américain pour coopération avec le Troisième Reich et commerce avec l'ennemi. Before us, the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order. Le dollar, c'est le seul dieu devant lequel se prosternent tous les Américains. 793 personnes qui pèsent 2600 milliards de dollars, soit le montant global de la dette des pays du Sud. Quand le Fonds monétaire international prête de l'argent aux pays en voie de développement, il exige des garanties. Nous avons des forêts tropicales, bien, donnez-les-nous. Nous avons des minerais, bien, donnez-les-nous. Oui, il y a une part de la dette qui est due à de l'aide liée, qui était finalement une subvention d'un pays du Nord, un pays riche, à ses propres entreprises. Selon les plans du FMI et de la Banque mondiale, c'est aux populations de financer leur approvisionnement en eau, avant privatisation de la compagnie nationale. Et pour séduire les investisseurs étrangers, le prix de l'eau a doublé. Le prix des denrées augmente à cause de la demande en Asie, à cause de l'augmentation des prix du pétrole. Et puis également en raison du développement des biocarburants. Il cautionne la dictature, tout ça pour nous affamer. Pour revenir à l'Afrique, pourquoi aujourd'hui on laisse crever les Africains? Parce que c'est pas des bons consommateurs. En Afrique, on a besoin des matières premières, de pouvoir faire des safaris, mais les Africains, on s'en fout, nous, les bourgeois occidentaux capitalistes, parce qu'ils consomment mal. On peut les piller, mais on a ils espéré qu'ils se mettent à donc consommer, et comme ils consomment pas, on les laisse. Aujourd'hui, effectivement, quand on aborde certains des sujets, t'as des corporations qui tombent sur la gueule, t'as t'as des lobbies qui s'inscrivent, qui font que maintenant on essaie de cadrer les humoristes. Par contre, comme toujours, dès qu'on dit un truc, voilà, c'est un problème. Le conflit israélo-palestinien, c'est pas un problème, faut pas le dire. Mais on dit juif sur France 3. Plus le système t'attaque, plus cela prouve que tu es sur la bonne voie. D'autant plus que juste les gens justement qui s'acharnent Pardon, chrétien, sont en train de montrer qu'il a raison de dire ce qu'il avait dit. Là, c'est pas un problème de liberté d'expression, c'est un problème d'antisémitisme. Mais dès que ça parle de l'islam, dis donc, ça devient le problème central, c'est la liberté d'expression. Moi, j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de rebeux de France qui en ont un peu ras le cul de ces deux poids, deux mesures pour tout. Je vois beaucoup de gens qui marchent, qui sont venus faire leurs courses aujourd'hui, aller au KFC,
Allez acheter leur Nike, ils ont raison, je l'ai fait à une certaine époque. Malheureusement, on le fait à une époque où le crime contre l'humanité... How you doing, sir? Can you tell us what went on at the Bilderberg meeting this year? Sorry? Could you tell us what went on at the Bilderberg meeting this year? I didn't get that, actually, no. The Bilderberg? You weren't there? No. Not this year. What went on last year? No, I wasn't there last year. I think that was my cousin. Your cousin was there? Yeah, I think so. Okay. Good night. Do you have a couple minutes for us, Mr. Rothschild? We have a few additional questions. I was asking a question inside of, because I was saying that the Federal Reserve was one of these organizations. I know, it's one of these organizations that a lot of people say is the source of inhumane products all across the world because it's a private thing. That was started by your family. No, it's completely untrue. I was asked that earlier. It really isn't true. No. Jekyll Island? Jekyll Island, 1913, sir? No. I mean, but sir, just one thing, we could go on about how, your family committed all these acts against society, but we just want to let you know the New World Order has no legitimacy. And that we as a people are not afraid, and we are waking up to the robber barons and the big banksters who are looting this economy with the Federal Reserve. Well, que savez-vous de l'organisation mondiale Bilderberg, moi je n'en avais jamais entendu parler, qui réunit chaque année les personnages les plus influents du monde? Vous connaissez ça, vous? Non. Bon, ben voilà. Bonjour à tous les internautes, on vous retrouve aujourd'hui pour la dernière journée du Bilderberg. Alors avant de partir, on a voulu faire une dernière mise au point en ce qui concerne les médias français, puisque comme vous le savez, il y a le Nouvel Obs, il y a le Figaro et apparemment BFM TV selon une information d'hier qui en aurait parlé. Donc vous l'avez vu avec l'extrait de Monsieur Calvi juste avant, le Bilderberg on connaît pas, on n'en parle pas. Et ben je peux vous dire qu'ici on en parle, à l'image de la une du journal local qui a parlé du Bilderberg. On voit Alex Jones en une. Alors ce n'est pas le seul journal qui en a parlé pendant ces 4 jours, puisque parmi les journaux anglais, on retrouve le Guardian, l'Epoch Times, le Sun, qui accorde un gros article quand même sur David Icke, le Daily Telegraph, The Independent, qui évoque l'entrée de David Cameron dans le Bilderberg, dans l'hôtel Groove Hotel, le Daily Mail, le Daily Mirror et le Financial Times, les gars. Si le Financial Times en a parlé, a pris le temps d'écrire un article sur le Bilderberg, c'est qu'il y a bien quelque chose en dessous. Donc bon les gars, franchement, va peut-être falloir se mettre à la page. Dans certains quartiers de Paris ou partout dans le monde, quand on entend parler de milliards, mais putain, mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Nous, on demande simplement avoir un emploi. La priorité d'un homme politique aujourd'hui, ça devrait être une obligation de donner un emploi, de donner la possibilité. Les hommes politiques, ce qu'on leur donne comme travail, c'est de nous donner la possibilité de travailler, de nourrir nos familles. Vous en êtes incapables.
Il y a dans la nature de l'homme cette force qui le pousse à vouloir dépasser les autres. Parce que dès qu'un groupe se forme, dans un très bref délai, un chef en émerge. Parce que la plupart des gens ne sont heureux que quand ils peuvent consommer et acheter du neuf. Heureux? Tu penses que les gens sont heureux, Hardenberg? Hé, ouvre les yeux, sors de ta voiture de fonction et promène-toi dans la rue. T'as vu comme les gens ont l'air heureux? On dirait des bêtes traquées. Faut les voir le soir, ravachis dans leur fauteuil, blêmes et apathiques devant leur télé, en train d'écouter un zombie qui leur parle d'un bonheur qu'ils ne connaissent plus depuis longtemps. Balade-toi en ville. Et tu verras toute cette merde et cette masse de gens informes, parqués dans les magasins et programmés comme des robots pour se bousculer sur les escalators. Ils s'ignorent tous. Et chacun pense qu'il est à 1 centimètre du bonheur, bonheur qui restera pourtant inaccessible, parce que vous leur avez volé. C'est ça, la réalité, Hardenberg. Et tu le sais très bien. Mais j'ai une nouvelle pour toi, patron. La machine est en surchauffe. Nous, on est les précurseurs, mais votre temps touche à sa fin. Votre technologie vous a donné votre petit confort, mais les autres ravalent leur rage. Tous ces gosses là-bas, ils ont la rage, ils crèvent dans leur bidonville et se gavent de films d'action américains. Et ça, c'est loin de chez nous, mais ici... Les maladies mentales sont en hausse perpétuelle. Toujours plus de serial killers, de suicidaires, de violences gratuites. C'est pas avec du shopping ou des consoles de jeux que vous pourrez les endormir. Et les antidépresseurs finiront par ne plus agir. Les gens en ont plus que marre de votre système de merde. Je dois admettre qu'il y a sûrement des choses justes dans tout ce que tu dis, mais... je ne suis pas la bonne cible. J'ai peut-être suivi le système, mais je n'en ai pas inventé les règles. C'est pas celui qui invente le pistolet qui compte, mais celui qui appuie sur la détente.